Bonjour à tous et à toutes. Jean-François Briand, je suis adjoint au sous-directeur à l'enseignement supérieur et la recherche en architecture, donc à la Direction générale des patrimoines au ministère de la Culture. Et On n'entend pas? C'est bon là? Et je vous prie donc d'excuser la directrice du service de l'architecture Agnès Vince, qui est retenue au dernier moment sur notamment les discussions de la loi CAP qui sont en cours de discussion au Sénat. Donc elle m'a demandé de bien vouloir la remplacer. Donc je remercie la Cité de l'architecture et du patrimoine et son président Guillaume Sellem de nous avoir invités pour introduire la seconde partie de cette journée d'études consacrée au programme de recherche consacré à l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle, dans un lieu hautement symbolique, rassemblant l'architecture dans son histoire et dans son actualité, et lieu de réflexion, de mémoire et de débat sur l'avenir. Je remercie l'ENSA de Strasbourg, son directeur Éric Gross et les responsables scientifiques de ce programme, Anne-Marie Châtelet, professeure à l'ENSA de Strasbourg, puisque ce programme s'inscrit dans la suite d'une étude sur l'enseignement de l'architecture dans cette ville, ainsi que Marie-Jeanne Dumont et Daniel Lequédic. Je remercie bien évidemment l'ensemble des membres du comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication et sa présidente, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, pour l'initiative de ce travail ambitieux dont la clôture est prévue en 2020 et sera jalonnée par 7 séminaires thématiques. J'en profite ici pour saluer plus largement le travail du comité d'histoire, la rigueur scientifique de ses travaux, l'intérêt de ses publications et le rôle indispensable qu'il joue au sein de ce ministère en tant que gardien actif de sa mémoire et de son identité. Je remercie également l'ensemble des membres du conseil scientifique et du comité de pilotage qui appuient ce travail par leurs connaissances et leurs compétences. Alors, ce travail est attendu et converge avec les chantiers de réforme en cours. Effectivement, il va en effet apporter un regard précieux sur un siècle particulièrement fécond de l'histoire de l'enseignement de l'architecture, avec ses ruptures fondatrices, mais également ses continuités et le maintien de ce qui fait l'originalité et la richesse de cet enseignement. Je pense en particulier pour les ruptures administratives au décret du 6 décembre 1968, à l'époque d'André Malraux, qui crée les unités pédagogiques parisiennes et régionales et en affirme dès cette époque l'autonomie, avant qu'elles ne deviennent en 1978 des établissements publics administratifs, les ENSA. Quant aux continuités, j'ai à l'esprit les méthodes pédagogiques autour de la notion de projet et au double ancrage académique et professionnel qui fait la force de nos écoles. Ce regard historique et synthétique s'avère très précisément indispensable à l'heure où des réformes structurelles des écoles d'architecture, que j'évoquerai un peu plus tard, sont en cours de finalisation au ministère de la Culture. Il permettra d'inscrire ces réformes dans une histoire plus longue et de mieux en appréhender la pertinence et les finalités. Au-delà des chantiers de réforme en cours, ce travail intervient à un moment de profond bouleversement des moyens de communication par le numérique, bouleversement dont les retombées sur les modes d'enseigner commencent à émerger. Il était donc nécessaire d'inscrire cette recherche dans un cadre ouvert et notamment au regard d'une histoire à l'échelle internationale. Je suis donc particulièrement attaché à l'introduction d'études comparatives avec l'Amérique du Nord et l'Allemagne, et je salue ici la présence et les interventions qui vont suivre d'universitaires reconnus de ces deux pays. À l'heure de l'harmonisation des cursus européens, de l'intensification des mobilités internationales d'étudiants et d'enseignants via le programme Erasmus+, et de l'internationalisation des parcours professionnels, il paraît en effet essentiel qu'une histoire de l'enseignement de l'architecture en France au XXe siècle soit construite au regard des histoires de l'enseignement et des programmes pédagogiques à l'étranger et des échanges dialectiques entre la France et ses voisins. Si l'École des Beaux-Arts de Paris a pendant longtemps revendiqué une sorte de primauté dans le paysage international de l'enseignement de l'architecture, en 1968, la réforme de l'enseignement de l'architecture en France s'est également nourrie d'expériences étrangères. Je citerai à titre d'exemple celle de l'école d'Ulm, Hochschule für Gestaltung, elle-même héritière du Bauhaus, expérience qui a finalement conduit à la création de l'Institut de l'environnement. Les ENSA ont depuis longtemps lié de nombreux partenariats à l'étranger, traduits dans des cursus pédagogiques ou des projets de recherche partagés. La chaire internationale sur les mobilités métropolitaines innovantes, qui vient d'être créée à l'ENSA de Strasbourg avec l'université Tongji de Shanghai,
est une preuve nouvelle, s'il en était besoin, de la perméabilité des savoirs, et il faut bien sûr encourager ces initiatives. La recherche sur l'enseignement constitue par ailleurs une priorité énoncée au niveau national pour nos sociétés contemporaines. Ce programme de recherche va tout à fait dans le sens des préconisations du Comité pour la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, la STRANES, tel que développé dans le rapport intitulé « Pour une société apprenante », rapport qui a été remis au Président de la République en septembre 2015. Ce rapport invitait en effet les établissements d'enseignement supérieur à nourrir leurs réflexions sur les évolutions pédagogiques par des travaux de recherche sur l'histoire de l'enseignement. Il s'inscrit également parmi les grands axes de la stratégie nationale de la recherche, la SNR. L'enseignement du projet par le projet, qui constitue une des spécificités de l'enseignement de l'architecture, constitue un atout à faire valoir auprès de la communauté scientifique. Il est intéressant de rappeler que les sciences de l'éducation mettent aujourd'hui en avant, quelles que soient les disciplines, l'intérêt de l'enseignement par le projet. La pédagogie dans les écoles d'architecture est donc largement fondée sur ce mode de transmission des connaissances et les ENSA ont une riche expérience à faire valoir en la matière. Il s'agit d'un véritable atout à faire valoir au sein de l'environnement universitaire et scientifique. À n'en pas douter, vos travaux intéresseront donc l'ensemble de la communauté scientifique, au-delà des enseignants et des chercheurs en architecture. L'enseignement de l'architecture est par nature pluridisciplinaire et il est actuellement à la recherche de nouveaux ancrages. Ce programme de recherche ne s'intéresse pas exclusivement à l'histoire de l'enseignement de l'architecture dans les ENSA, les unités pédagogiques d'architecture ou l'école des beaux-arts, mais à tous les établissements qui contribuent ou ont contribué à la formation des professionnels de l'architecture. C'est important car l'intégration pleine et entière des écoles d'architecture dans le paysage de l'enseignement supérieur en France et à l'international leur a permis de conforter les liens qu'elles entretiennent avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, instituts d'urbanisme et écoles d'ingénieurs notamment. L'ancrage des ENSA dans les politiques de site, d'abord au sein des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES, qui sont devenus depuis la loi Fioraso de 2013 les COMU, communautés d'universités et d'établissements, ne fait que conforter ce positionnement parfois ancien avec leurs partenaires dont elles partagent les ambitions académiques et ou professionnelles. Ce projet intervient donc à la veille d'une réforme majeure de l'enseignement de l'architecture en France qui verra notamment la création d'un statut d'enseignant-chercheur. La stratégie nationale pour l'architecture, la SNA, annoncée par la ministre le 20 octobre dernier à l'école de Paris-Belleville, fait de la formation un levier majeur pour donner une impulsion nouvelle à l'architecture. Les ENSA ont pour cela une place centrale dans la SNA. Le projet de création d'un statut d'enseignant-chercheur des ENSA va permettre de conforter la place de la recherche dans les écoles d'architecture. La recherche ainsi que la valorisation de ses résultats fait partie intégrante des missions des ENSA. C'est une histoire déjà ancienne dans les écoles d'architecture. Depuis le début des années 1970, les travaux de recherche conduits dans les laboratoires des ENSA n'ont cessé de faire avancer le front des connaissances. Le statut d'enseignant-chercheur s'accompagne de la rénovation du statut des ENSA, qui date de 1978. Il va dans le sens d'une démocratisation de leur gouvernance et de leur modernisation. Ces réformes, qui sont aujourd'hui en phase de finalisation, s'inscrivent dans la dynamique initiée dès le rapport Feltes d'avril 2013, puis du rapport du député Patrick Bloch et plus récemment de la SNA, qui reprenait en fait ces rapports précédents. Elle s'appuie également sur un rapport conjoint des inspections générales du ministère de la Culture et de celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, et dans le cadre plus général de la mise en place de leur tutelle conjointe et de la loi Fioraso de 2013. Vos travaux interviennent donc à un moment clé de l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Ils vont permettre de valoriser cette histoire et de donner un éclairage nouveau sur les liens qui unissent formation, recherche et profession et sur leurs évolutions au regard de leur histoire. Je terminerai simplement en insistant sur le caractère exceptionnel de cette recherche. Nous allons en effet mobiliser l'ensemble des écoles d'architecture pendant 4 ans sur une thématique fédératrice et porteuse de sens pour le projet pédagogique et scientifique des écoles et nous suivrons bien évidemment avec attention toute particulière les résultats de vos travaux.
Merci, je donne la parole à Barry Bergdoll. Très bien, on passe tout de suite aux images, parce que j'ai préparé que quelques notes de réflexion. Je vais surtout parler avec les images pour vous distraire de mon français. Mais il fallait ajouter l'accent pour que le parcours et que le paysage soit international. Je voudrais d'emblée remercier les organisateurs. Je vais pas faire toutes les listes parce que ça a déjà été fait. Comme disent les Allemands, tout ce qui était déjà dit, mais pas tout le monde. Mais je suis très content d'être là, surtout au début de cet événement absolument majeur qui va dérouler pendant 4 ans. Je pense que dans les mots qui viennent d'être adressés par Jean-François Briand, ça rejoint quelques réflexions que je voudrais faire sur le phénomène que très souvent les activités de dresser l'histoire des institutions arrivent pendant les moments de rupture, de transformation, de réflexion sur l'avenir et que donc évidemment les histoires, même les sources secondaires avec lesquelles nous avons à travailler sont souvent influencées justement par les événements de réflexion sur l'avenir. Ce qui fait que ce sont des outils de travail pour un historien qu'il faut prendre un peu avec soin et intelligence. Donc, je voudrais tout simplement évoquer quelques thématiques qui peuvent être intéressantes en passant cet après-midi d'une matinée consacrée à l'histoire des sources et à la rémunération des sources, à la localisation des outils de travail, à parler plutôt des sources secondaires. Je ne vais pas dresser la bibliographie qui est très inégale entre pays sur les histoires institutionnelles. Je vais tout simplement faire la remarque que nous avons le privilège cet après-midi d'écouter 2 historiens qui ont essayé de travailler d'une façon plus transversale et synthétique. Et donc l'enjeu, je pense, pour ce projet est d'arriver à passer de l'étape de dresser des histoires institutionnelles à vraiment de voir un paysage comparatif qui permet de mettre en relief les différentes institutions autant que vraiment le champ architectural au-delà des bancs de l'école. Donc, je vais parler de plusieurs thèmes. La première série d'images, évidemment, évoque ce soi-disant transition privilégiée entre la France, entre le modèle de l'école des beaux-arts parisienne et les États-Unis. Là, vous voyez l'école d'architecture de l'université de Harvard telle qu'elle a été trouvée par Gropius dans où tout ça se passait dans cet environnement des beaux-arts. C'est moi qui dois changer les images. Donc là, c'est pour introduire nos 2 conférenciers de cet après-midi, John Ockman, qui vient de publier ce livre collectif très important sur 3 siècles des écoles d'architecture aux États-Unis. Donc je vais tâcher de ne pas trop parler de notre pays commun. Et Klaus Jean-Philippe, qui a publié sur l'histoire de l'éducation, mais qui date déjà de ses premiers travaux sur les origines même de la culture académique en Allemagne, dans ce livre absolument essentiel, qui date peut-être une dizaine d'années sur l'architecture circa 1800. Là, pour dire que autant qu'on est dans un moment de nouveau de réflexion sur la réforme, en France autant qu'ailleurs, on est aussi dans un moment absolument charnière et critique pour les archives. Ça a été beaucoup évoqué ce matin. Les archives qui changent de position et de statut. Et là, j'évoque tout simplement un chapitre de ma vie récente qui était le transfert des archives et de l'architecte Frank Lloyd Wright et de son école d'architecture Taliesin Fellowship. De Taliesin, où ça faisait partie de l'enseignement, où les archives étaient présentes de façon quotidienne à côté des ateliers, à la bibliothèque Évry, où les archives sont en train d'arriver depuis 2 ans. Donc, également des projets, évidemment, de numérisation qui donnent des hiérarchies. Et donc, ce projet, je pense, arrive à un très bon moment parce que c'est très souvent les archives de l'enseignement, les archives administratives qui sont les derniers à être pris en considération
pour les travaux de numérisation. Donc c'est un moment propice pour ce travail et ces discussions. Moi, je suis un peu arrivé sur le terrain dans les fin des années 70, début des années 80. Je fais partie de la génération juste après la fameuse exposition de 75. Mais je voudrais tout simplement rappeler que cet événement est aussi très chargé d'idéologie et qui s'est situé à un moment très précis, pas uniquement à la suite des événements à Paris en 68, mais qu'on nous allons entendre tout à l'heure avec Joan Hockman, également dans un contexte new-yorkais très particulier des années 70. Ça nous a laissé ce gros ouvrage qui existe également en traduction française, mais il faut imaginer toute la polémique autour de cette exposition quand elle a été montée au Musée d'art moderne, qui était plus ou moins le flagship du style international et de la soi-disant mythologie du modèle Bauhaus. Donc il s'agissait enlister l'école des beaux-arts dans un contexte américain à un moment de crise et de réflexion et de changement. Donc on peut dire autant qu'on a appris sur l'histoire de l'école des beaux-arts, il y a aussi un certain nombre de mythologies, de mythes, de légendes et de malcompréhensions qui ont été mis en place également par ces grands événements. Je suis toujours à la recherche, je fais une petite annonce ici. Si quelqu'un retrouve dans les archives que nous allons tous maintenant étudier, le texte refusé de l'introduction de Bruno Foucard pour la présentation parisienne de l'exposition en 75, j'en suis à la recherche, parce que je pense que ça, c'est l'autre pied, pour ainsi dire, de cet événement tellement extraordinaire et idéologique des années 75. Il faudrait dire que donc ces années fin 70, début 80 étaient aussi un autre grand moment, à la fois de crise, de réforme, de réflexion, mais aussi d'historiographie sur l'éducation, accompagné très souvent par les événements très publics, les expositions. On peut même peut-être penser que les expositions sont par la nature même plus polémiques qu'un certain nombre d'ouvrages qui peuvent fêter l'anniversaire d'une institution. J'évoque tout simplement une exposition qui a eu lieu quelques années avant l'exposition sur l'école des beaux-arts, sur l'école de Cooper Union, Education of an Architect. Donc l'exposition de 75 était un peu dans la suite une réflexion sur le rôle de l'enseignement, de pédagogique dans l'histoire de l'architecture, également dans l'histoire de collectionner, de faire collection des dessins d'architecture. Et quelques années par la suite, à Chicago, une exposition sur Mies van der Rohe en tant qu'enseignant. Je voudrais évoquer un point qui était dans notre réunion préparatoire d'hier soir, évoqué déjà par Jean-Louis Cohen, c'est qu'il ne faut pas se limiter à des grandes institutions d'État ou de région, ou des institutions officielles, que le XXe siècle, beaucoup plus que le siècle auparavant, était un siècle d'expérimentation, de petites écoles, de contre-écoles, de contre-modèles, d'un paysage très complexe et très riche, dont les archives sont encore plus difficiles parce que ça ne relève pas des administrations fédérales, nationales ou autres. Et donc, je montre tout simplement quelques autres contextes en allant du Bauhaus à travers Taliesin, le Institute for Architecture and Urban Studies de New York, très actif comme un genre de contre-école, très lié au Musée d'art moderne du reste, qui fait l'objet de plusieurs livres encore, mais qui n'a pas encore la synthèse pour cette institution très essentielle. On peut en parler de beaucoup d'autres. Jean-Louis Cohen a évoqué l'atelier de l'ORSA. Vous pensez au début du siècle en Allemagne, il y avait énormément d'écoles expérimentales. August Endel, qui essayait de faire un genre d'école d'architecture entre les nouvelles sciences de psychologie, de perception optique et l'architecture. Donc c'est un siècle d'expérimentation autant qu'un siècle d'institutions gouvernementales, étatiques, qu'il faut vraiment dresser si on voudrait arriver à avoir un paysage complexe, comme il le faut, de l'enseignement de l'architecture pendant cette longue période. Donc, troisième et peut-être dernier point, mais à faire en quelques exemples,
c'est que je pense que très souvent, donc le projet se situe en France. On a déjà cité le fait que le modèle français, ou au moins le modèle de l'École des beaux-arts parisien, a été beaucoup imité à l'étranger. C'est souvent dans le transfert des modèles et dans les tensions de la compréhension des modèles qu'on peut avoir un genre de reflet vers le pays d'origine. Je pense que beaucoup de ces transferts, de ces influences, de ces modelages seront intéressants à étudier d'un point de vue très critique, parce que très souvent, les histoires officielles consistent à fêter, c'est surtout le cas des anciens élèves de l'École des beaux-arts américains qui aimaient beaucoup fêter les années parisiennes, et je pense qu'on construit énormément de légendes et de mythologies à travers ça. Et je voudrais tout simplement souligner quelques points par rapport à cette idée d'étudier plusieurs modèles de transfert des modèles français. Donc, déjà, je pense que Joan Hockman va parler de ça. L'institutionnalisation de l'enseignement de l'architecture aux États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e, était un mélange très intéressant, très original de trois modèles. Vous pouvez citer le modèle d'apprentissage anglais, qui était le modèle du premier moitié du 19e siècle aux États-Unis. C'est affaire d'amour avec Paris, avec l'École des beaux-arts des Américains, qui va battre son plein dans les années 1890. Et évidemment, le modèle des écoles polytechniques, des Technische Hochschule allemands. C'est intéressant à remarquer d'emblée que le modèle parisien va être transmis dans une Amérique dans un contexte totalement différent et pas uniquement socialement, économiquement, politiquement que ce que ce modèle a connu en France. Si on prend l'exemple de l'exposition universelle de 1893 à Chicago et on prend le président de l'université où j'enseigne à Columbia qui a ouvert une des premières écoles d'architecture dans les années 1881, le président de l'université, ce qui va être l'université, a pris deux modèles à Chicago. Pour l'architecture, évidemment, l'image de ce qu'on appelait déjà le style Beaux-Arts, qui était une invention américaine, personne ne parlait du style Beaux-Arts en France. Et il va aussi acheter l'ensemble de l'exposition sur l'éducation supérieure des Allemands pour transformer le collège de Columbia en université. Donc, dès le départ, c'est ce mélange de l'école d'architecture en France, située dans la tradition académique en dehors de l'université, avec l'image de l'université de recherche sur le plan allemand, qui fait que le mélange, ce mariage américain est, dès le départ, quelque chose de très différent que son modèle français. Et ces capacités, on le sait dans la cuisine américaine, dans la politique américaine, également dans l'histoire de l'enseignement américain, de mélanger les modèles qui, sur le vieux continent, sont souvent considérés d'être des modèles contradictoires, est déjà indiqué dans la première bibliothèque d'Avery. On sent un peu l'influence, évidemment, de la bibliothèque de Dubon, rue Bonaparte. Là, vous le voyez, si vous connaissez la bibliothèque d'Avery aujourd'hui, ce n'est pas le même espace. C'était centré dans l'ancienne bibliothèque centrale de l'université, sur ce campus Beaux-Arts de Charles McKim. Voilà le plan développé. La bibliothèque est un plafond qui est un mélange des personnages et des sources d'enseignement allemands, anglais et français très intéressants, y compris les figures comme Labrousse qui est mis à côté de Viollet-le-Duc. Donc, en Amérique, les ennemis peuvent se rencontrer pour produire des nouveaux mélanges et des nouveaux points de départ pour un système américain qu'autant que ça a réclamé ses sources parisiennes était dès le départ une invention nouvelle. Sauf grande exception, je pense, c'est l'influence pendant des décennies de le Beaux-Arts Institute of Design, fondé pour les écoles en région, en province, aux États-Unis, pour que les étudiants pouvaient participer dans un système national de concours qui était totalement privé, où c'était un genre
enseignement par courrier. Les provinciaux allaient envoyer leur projet à New York pour être jugés. Donc c'était le seul moment où peut-être les grandes différences entre le système de l'École des Beaux-Arts et le pin-up de l'atelier américain vraiment se ressemblaient. Parce que je pense qu'il est très important de comprendre avec ce passage du système des Beaux-Arts dans l'université américaine, le système des concours devient un système pédagogique totalement différent que ce qui a été le cas en France. Il suffit de regarder ces deux images que j'ai prises un peu tout azimut, le fameux image de le maître de son livre sur l'école des Beaux-Arts raconté par un élève, pour voir que l'étudiant n'est pas présent pendant le jugement du concours. Donc l'étudiant, le jugement du concours, en fait, n'est pas un acte pédagogique. Tandis que tout de suite, dans la transition dans l'université américaine, le jugement de concours se passe devant l'étudiant, en conversation avec l'étudiant qui va afficher son projet et être présent pendant un débat, un questionnement, un entretien sur son projet. Donc, ça me rappelle un petit peu l'enquête des Français au début du 19e siècle sur les prisons américains, où de Tocqueville et autres ont noté en fait que le système radial de Philadelphie, etc., que ça donnait des très bons résultats. Il a oublié de remarquer que le personnel était la Société des Amis, les Quakers de Philadelphie, qui allaient parler avec les prisonniers tous les jours et qu'en fait, ce n'était pas tout simplement une machine à corriger, mais il y avait un autre usage de ces espaces. Donc ça, on peut peut-être grossièrement, pour évoquer le problème de ne pas accepter le source et modèle sans une histoire critique. Et pour aussi dire que l'image qu'on peut avoir de beaucoup d'institutions sont nées des moments de critique et des moments polémiques. L'École des Beaux-Arts, ici représentée par un des dessins de Le Corbusier, fait devant les étudiants et la faculté de l'École des Beaux-Arts de Buenos Aires en 1929, qui fait un genre de caricature de l'École des Beaux-Arts, tout en citant Pudette Villaduc dans sa légende, et le fait que le phénomène de ce que nous appelons aux États-Unis le modèle Bauhaus est basé sur une autre exposition polémique au Musée d'Art moderne, l'exposition Bauhaus de 1938, organisée par Gropius, qui n'a jamais pu organiser jusqu'à la dernière année de son mandat au Bauhaus de Dessau, qui n'a jamais pu organiser l'enseignement de l'architecture, qui était plus ou moins peaufiné par Hannes Meyer et Mies van der Rohe après le départ de Gropius et ses camarades, va réclamer l'héritage du Bauhaus dans cette exposition de 1938 aux États-Unis. Et depuis cette date, on parle du modèle Bauhaus, qui était plus ou moins une chose inventée aux États-Unis par Gropius et ses proches. Donc, tout cela pour dire que même des outils de travail absolument essentiels, comme le catalogue de 1975 ou le livre qui était évoqué tout à l'heure de Jean-Paul Carlion, qui a connu un moment de reconnaissance extraordinaire au moment de cette exposition de 1975, sont à la fois des ouvrages de travail essentiels, mais sont aussi des instruments de propager les légendes. Voilà l'exposition, pour vous montrer à quel point les deux modèles mythologiques, légendaires, ont été mis en confrontation en 1975, que beaucoup des invités au vernissage de l'exposition de l'École des Beaux-Arts portaient je ne sais pas comment on appelle ça en français, les badges « Bring Back the Bauhaus » pour protester l'arrivée de ces travaux d'étudiants du 19e siècle dans le musée d'art moderne. Je pense que les travaux d'élèves par la Beauce n'ont jamais fait autant de bruit au 19e siècle. Je vais tout simplement terminer par évoquer d'autres géographies qu'il faudrait peut-être inviter dans le mélange pour dresser l'état des lieux, l'état du paysage, qu'il ne faut pas uniquement regarder les transferts dans l'Atlantique du Nord, il faut également regarder vers le sud, et dans un sud qui va être très compliqué au XXe siècle, parce qu'il y a autant de rapports nord-sud qu'il y a est-ouest
à travers l'Atlantique. Et là, j'évoque très rapidement, pour terminer, pour donner la parole à John Ockman, le phénomène des écoles d'architecture, de nouveau dans les universités, en Amérique latine, qui ont connu également les transferts des modèles parisiens, les polémiques et les échanges continuels. Ce qui est frappant, c'est que dans le XXe siècle, le rôle très important des Américains du Nord dans les ateliers de l'École des Beaux-Arts va maintenant concurrencer avec les Américains du Sud. Donc là, Corbusier en Argentine et Uruguay en 29, le Palais des Beaux-Arts à Santiago en Chili, où l'Académie va calquer sa pédagogie sur le modèle de l'École des Beaux-Arts, dans un bâtiment absolument extraordinaire qui est un mélange entre le Petit Palais, mais je n'ai malheureusement pas les images des médaillons, mais il va figurer de nouveau Viollet-le-Duc, soit un genre de reproduction du Petit Palais, ou bien l'École nationale des Beaux-Arts de Rio de Janeiro, qui est la suite de l'Académie trouvée par Grandjean de Montigny au début du XIXe siècle, où il va y avoir des grands débats autour de 1930 sur le modèle Beaux-Arts et un modèle sur le modèle Bauhausien avec le personnage de Lucio Costa. Et c'est exactement à ce moment-là que Frank Lloyd Wright va arriver, il va prendre... tirer avantage de ce conflit pour y mettre son mot et pour faire que son travail, sa présence dans la capitale brésilienne soit remarquée par la presse, et qu'en rentrant aux États-Unis, il va mettre sur pied son projet de son propre école, Taliesin. Donc, ce genre de liaison entre le modèle français à l'ETAC au Brésil, les transformations provisoire de l'école par Lucio Costa et la naissance d'un projet d'un contre-école, un anti-école à Taliesin sont tous liés dans un paysage très complexe transatlantique. Et on pouvait terminer avec peut-être un des plus fidèles étudiants anciens de l'école des Beaux-Arts, Carlos Raúl Villanueva à Caracas en Venezuela, qui va pas uniquement fonder l'école, transformation de l'ancienne Académie de San Carlos, mais qui va construire son bâtiment en mettant avant les ateliers. On entre l'école par les ateliers. Ça aussi a remarqué que la présence dans le modèle américain nord et sud des ateliers comme le centre de l'école, pas du tout le modèle parisien où les ateliers sont au XIXe siècle chez les particuliers, au XXe siècle dans un bâtiment en dehors du bâtiment principal de l'école, la présence du pin-up, de l'atelier qui transforme le modèle Beaux-Arts dans quelque chose de tout à fait individuel dans les différents pays des Amériques. Voilà les ateliers de Caracas et en fonction. Et on pouvait peut-être terminer également par un autre exemple très intéressant à étudié, justement, puisque ces archives ont été récemment extrêmement bien organisées, qui est le cas de l'école d'architecture du Mexico, qui va être intégrée avec le projet du nouveau campus dans l'université et retiré du système de l'académie. Donc, tout ça, on peut, quelques pensées tout azimut, mais on peut pour ouvrir les pistes pour le travail sur l'état des lieux en tant que des échanges internationaux et pas uniquement les briques des histoires des différentes institutions. Donc, je vais donner la parole à mon collègue Joan Ockman. Joan Ockman est enseignant à l'Université de Pennsylvanie. Elle a longuement été également professeure à l'Université de Columbia, où elle a dirigé pendant plusieurs années le Buell Center for the Study of American Architecture. Avant cela, elle a travaillé dans l'édition. Elle était elle-même attachée à l'Institute for Architecture and Urban Studies, mais la longue liste de ses publications pouvait prendre le temps de sa conférence, mais elle est là essentiellement aujourd'hui, puisqu'elle vient de publier l'année dernière ce ouvrage majeur sur l'histoire de l'enseignement architectural aux États-Unis. John Ockman.